Bonsoir. On y va? Oui. Merci, bonsoir à tous. Merci beaucoup à la Fondation Michalski de nous recevoir ce soir. Je suis très heureux de pouvoir discuter avec Martin ce soir. Alors, je ne sais pas s'il est nécessaire de présenter Martin Suter, mais si quelqu'un parmi vous ne le connaissait pas, on va quand même le faire. Martin, vous êtes suisse? Oui, vous êtes né à c'est Zurich. bien ça, oui. Jusqu'ici, Oui. tout va bien. Oui, Mais vous avez partagé, vous êtes aussi un grand voyageur, vous avez partagé votre vie entre plusieurs pays, le Guatemala, Guatemala, oui. Ibiza à un moment, Oui, la Suisse quand même, et oui, Zurich oui, en particulier, oui, et puis Marrakech maintenant, oui, où vous avez de la menthe, si j'ai bien compris. oui. Mais c'est en Suisse que se situe, si je ne me trompe pas, la totalité de vos romans, et même dans des lieux qui ne sont pas toujours indiqués, mais où je finis quand même par reconnaître Zurich et ses environs. Vos romans sont nombreux. J'ai eu la chance de les traduire depuis le deuxième. Parmi ceux qui m'ont le plus marqué, il y a eu la face cachée de la Lune, dont on reparlera tout à l'heure, qui pour moi est un des plus grands livres de littérature sur la violence. L'ami parfait, Éléphant, qui est un livre que j'ai absolument adoré. Le cuisinier, qui est un des livres les plus érotiques que j'ai jamais traduit. Et puis beaucoup d'autres. Et puis une série d'autres livres qui sont, on dit, ce qu'on appelle en français des livres de genre, donc des livres qui mettent en scène un personnage. Almen, faux riche, vrai fauché permanent, avec ses deux adjoints guatémaltèques, et qui est en permanence en train de chercher à gagner de l'argent en retrouvant des œuvres d'art volées. Mais ce n'est pas de cela qu'on va parler de ce soir. On va parler donc de ce nouveau roman que j'ai eu le grand bonheur de traduire aux éditions Phébus. Et je vous précise tout de suite que Martin le signera à la sortie dans la salle qui est juste à côté. Je vais peut-être d'abord vous demander de parler simplement un peu du livre. Il y a une chanson très célèbre de grands artistes français, l'Erita Mitsuko, avec une immense chanteuse qui s'appelle Catherine Ringer, qui s'appelle les histoires d'amour. Ça finit mal en général. Là, ça commence mal. Oui, oui. Oui, je voulais faire ça un peu, pas comme les autres. J'essaie toujours de faire les choses à ma manière. Et c'est pas vraiment une histoire d'amour, ou c'est pas. Oui, c'est devenu une histoire d'amour, mais c'est une histoire de justice et de revanche. Je cherche toujours un thème classique de la littérature ou des histoires. Et cette fois, je voulais avoir ce thème classiquement western. Quelqu'un fait du tort à quelqu'un et quelqu'un d'autre prend revanche. Et c'est devenu une histoire d'amour, parce que dans l'amour, il y a beaucoup de tort et beaucoup d'envie de revanche. Ça commence par une phrase « Je n'y crois pas, ich glaube es nicht ». C'est prononcé par un jeune homme qui est tout à fait charmant. Et c'est adressé à une jeune femme qui est très charmante aussi, donc Noah et Camilla, les deux personnages centraux du livre, qui vivent ensemble dans un petit appartement, qui s'adorent. Mais alors, qu'est-ce qui ne va pas? Camille a dit je t'aime, mais je déteste la vie avec toi, parce que lui est un artiste sans succès et elle doit gagner l'argent pour vivre comme dans la comptabilité. C'est pas le rêve. Elle est une femme, elle dit écoute, maintenant dans 10 ans, j'ai 40 ans, j'ai encore 10 ans pour trouver quelqu'un qui me facilite la vie, et je ne veux pas faire un travail que je déteste pour
faire possible à quelqu'un d'autre de faire un travail qu'il adore. Et alors c'est une décision dure, mais aussi tragique pour elle. Et c'est ça le début de cette histoire. Mais à ce moment-là, elle n'a personne d'autre. À ce moment, non, elle n'a personne d'autre. Il dit, mais attends un peu, attends peut-être le vernissage que je fais maintenant va changer ma fortune. Je vais avoir heureusement, j'ai un traducteur à ma côté. Durchbruch, der Durchbruch. La percée. Ah, oui. Voilà, je vais percer. Oui. Et elle dit, oui, tu as dit ça beaucoup de fois. Et elle dit, et lui, il dit, même sans moi, tu ne vas pas avoir une vie facile avec assez d'argent. Comment veux-tu faire ça? Et elle dit, je vais chercher quelqu'un qui va me faire une vie facile. Un mec riche, oui. Oui. Alors le merveilleux, c'est qu'elle trouve, elle trouve très très vite. Non, c'est pas un miracle, parce que oui, je me suis donné beaucoup de peine à la description au début. C'est pas une surprise qu'elle a pas eu de problème à en trouver. Elle est adorable, cette femme. Moi, oui, elle est adorable. Je suis tombé amoureux d'elle dans les premières lignes, et puis après, voilà, je suis pas riche malheureusement. Mais oui, ça commence au lit. Il vient de faire l'amour, et après ça, elle dit je te quitte. Alors c'est une situation tragique, et à cette situation, elle est devant lui nue. Elle dit regarde-moi, je sais que je suis belle. Il m'énerve les gens qui sont belles et qui prétendent ne pas le savoir. Moi, je sais que je suis belle. Et je serai belle encore 10 ans, elle dit. Et alors, le charme de Camilla, mais c'est le charme de tous les personnages féminins dans votre livre, même ce personnage de l'ami parfait qui est plus brutal, on va dire, du point de vue érotique, c'est qu'en fait, vous suggérez toutes sortes de choses qui font que le lecteur est totalement captivé, enfin en tout cas moi, mais vous vous dites jamais vraiment. C'est-à-dire toujours, il y a le début, et puis vous laissez le lecteur... Oui, je ne suis pas un auteur de porno, non. Non, voilà. Mais je suis un grand amateur des femmes, et il ne faut pas absolument qu'elles soient belles. C'est plus agréable aussi de travailler avec des femmes. Je m'excuse, messieurs, mais c'est mon expérience. Et le seul passage de votre œuvre qui soit vraiment cru, c'est dans L'Ami parfait. Et ça vous sert en fait à démolir le personnage féminin, ce qui vous arrive jamais pratiquement ailleurs. Enfin, je veux dire, il y a des femmes très méchantes, etc. Mais là, j'ai l'impression qu'il y a un moment dans L'Ami parfait où justement vous enlevez cet érotisme très travaillé, très spirituel, pour vraiment montrer que quelqu'un peut être une espèce d'ogre sexuel avec une voracité complètement incontrôlée. Je me trompe ? Non, c'est mon roman le plus sexy, vous avez raison. C'est pas Le cuisinier, c'est L'Ami parfait. Oui, c'est L'Ami parfait. Oui. Oui. Là, si, le roman le plus sensuel, c'est Le cuisinier, certainement. Parce qu'on mange encore beaucoup. Oui, mais on mange partout. On mange là aussi. Je ne sais plus dans quel livre c'était. Mais vous écrivez dans un des romans, on n'est pas vraiment un couple tant qu'on n'a pas fait la cuisine ensemble. Oui, c'est dans Monte Cristo. Voilà, tout à fait. Et vous cuisinez beaucoup ? Oui, j'étais marié 2 fois. La première fois, pendant 7 ans. On s'est mariés comme enfant. Ma femme avait un peu plus que 18 ans. Moi, j'avais 20. Et elle n'avait aucune idée. Elle ne savait même pas quand l'eau bouillit.
Alors, c'était une femme très gâtée de l'Argentine dans cette époque. Et j'ai dit, c'est égal, moi je fais la cuisine. Et j'ai fait ça on était ensemble pendant 7 ans. Et Marguerite, ma deuxième femme, avec laquelle j'étais ensemble 48 ans, elle a malheureusement disparu il y a 2 ans. Et elle est décédée. Et elle aussi, elle savait, elle disait que je ne sais pas faire la cuisine. J'ai dit, t'en fais pas, je la fais. Alors, je suis pas un cuisinier passionné. Je suis comme toutes les femmes de ménage. Je faisais les repas. Alors là, je sais un peu comment ça se fait. Mais ma femme, d'ailleurs, quand on a adopté les enfants, j'ai vu que c'était un mensonge énorme. Elle savait cuisiner mieux que moi. Hein. Mais oui, je trouve aussi dans les livres, il faut pas seulement atmosphère, histoire, il faut que ça sent aussi, et que ça a un goût. Et pour ça, j'ai beaucoup de scènes de restaurants, de cuisine, oui, on boit aussi beaucoup. Justement, je voulais y venir parce que y a un cocktail qui joue un rôle énorme dans ce livre, c'est le mojito. Alors, oui. notre jeune homme, qui est lui aussi délicieux, naïf, touchant, décide un petit peu à un moment de boire de noyer son chagrin dans la boisson. Et donc il commande un mojito dans un bar qui est à peu près vide. Et une autre personne commande un mojito aussi. Alors peut-être que sans trop dévoiler du livre, on peut quand même parler de cette femme parce qu'elle joue un rôle absolument essentiel. Elle, c'est pas une jeune femme, c'est une femme âgée et à qui il est arrivé une drôle d'histoire. Âgé, c'est un peu exagéré. Il a seulement 65 ans. Pour moi, c'est plus âgé, non. Voilà, c'est mon âge. Et donc, je me suis dit, c'est quand même une vieille dame. Donc, Oui, elle vient de son cardiologue et avec une mauvaise résultat. Et elle vient là, elle commande un mojito et dit, et ils commencent à parler ensemble. Elle demande, mais pourquoi est-ce que vous vous saoulez la gueule? Et il dit, chagrin d'amour. Et vous? Et elle dit, moi aussi, chagrin d'amour. Et elle dit, chez vous, c'est le classique. Dans votre âge, votre amie vous aime plus. Il dit, non, elle m'aime toujours, mais elle me quitte. Elle raconte cette histoire. Et vous? Elle dit, moi aussi, chagrin d'amour. Et quel est votre chagrin? Mon mari est mort. Et comme ça, son mari est mort et elle dit qu'il a été tué par son partenaire, qu'il l'a exploité, il a eu 3 infarctus et tout ça. Et à la fin, elle dit, la seule chose que j'espère, c'est qu'il meure avant moi. Et j'ai plus beaucoup de temps. Et il faut peut-être aider un peu. Et elle lui offre la moitié de son héritage, c'est 1 million. Et ça, c'est pas trop découvert encore de l'histoire. Ça c'est le point de départ. Parce que c'est intéressant pour
pour Noah qui, avec beaucoup d'argent ou avec 1 million, il est sûr qu'il peut sauver sa relation avec Camilla. L'amour, et donc là, il découvre la fureur dans ce roman. Oui, la fureur, c'est Betty, oui, qui est la revanche. Oui, obsédée. Oui, oui. Qui est absolument obsédée par ce qui lui est arrivé. Vous parlez beaucoup dans ce livre-là de l'exploitation. C'est très bien décrit par Betty elle-même. Et puis après, on va aller dans l'entreprise elle-même au fil du roman. Je ne raconte pas plus. Ce sont vos souvenirs de publicitaires qui vous inspirent ça, ou est-ce que vous continuez à travailler sur ce que c'est qu'une entreprise aujourd'hui, qui est admirablement décrite, enfin pour travailler à droite à gauche, moi, dans des entreprises de formation en particulier, je retrouve vraiment le monde actuel, avec en particulier la dame qui est au comptoir depuis 3000 ans à peu près, qui connaît tout le monde, qui connaît toute l'entreprise. Vous allez chercher ça dans vos souvenirs ou vous continuez à... Comment ça se passe? Vous cherchez dans les discussions, les gens vous racontent ce qui se passe? Non, dans les souvenirs, j'étais dans la publicité pendant 12 ans et dans la publicité, on est très souvent, où on était dans l'époque, dans les années 80, 90, chez les patrons, parce qu'ils aimeraient qu'au Rotary, ils disent « Ah, mais Jean-Paul, ta dernière campagne, elle est nous bien, c'est pour ça, ils se mêlent. » Mais maintenant, je pense que c'est très différent. Il y a longtemps, il y a 30 ans que je ne fais plus la pub. Et j'ai fait, pendant 15 ans, j'ai écrit des colonnes, des columnes. Des éditoriaux. Des éditoriaux qui s'appelaient Business Class. Et je m'amusais un peu de ce monde. Des feuilletons, pardon. Je ne savais pas que vous alliez parler de ça. Ouais. Colonne dans un journal, c'est l'éditorial, mais là, c'est des feuilletons. Mm-hmm. Et je connais un peu. Et pendant le Covid, j'ai écrit de nouveau de ces éditoriales, de ces feuilletons, pour ma page Internet. Et ils vont sortir maintenant, dans 2 ou 3 semaines, encore une cinquantaine sur cette situation, les home office et les masques et les Zoom conférences et tout ça. Je me suis amusé un peu. Alors, là aussi, ils m'ont demandé, mais comment tu peux recommencer à écrire ça? Il y a tellement longtemps que tu n'es plus dedans. Et moi, j'ai dit, je sais que les humains ne se changent pas tellement vite. Je pense que c'est toujours la même chose. Et oui, et maintenant, je vois des gens qui sont encore dans ce métier. Ah oui, c'est exactement comment c'est. Alors, on ne change pas. Je vais vous poser une dernière question sur le livre, et puis après, on va arrêter d'en parler, parce que, enfin, directement en tout cas, pour ne pas dévoiler l'histoire. Mais il y a quand même, moi, quelque chose qui m'a heurté, enfin pas heurté, frappé, mais dans le bon sens du terme. C'est les rôles que vous donnez aux hommes. Autant les femmes sont charmantes, intelligentes, énergiques, autant là, il y a des portraits d'hommes. Alors je pense à 2 en particulier. Cet homme riche que va rencontrer Camilla, dont je voudrais que vous me parliez juste un tout petit peu. Et puis un personnage que j'ai trouvé extraordinaire, qui est le directeur de galerie. Parce que Noah va quand même réussir à un moment à percer, en tout cas à accéder au moins à une galerie. Et ces 2 personnages, ils sont quand même pas terribles, hein. Je veux dire, la virilité des 2 bons hommes, c'est quand même quelque chose. Le premier, parce que il est pas recommandable, et l'autre, vous avez une description de ce monsieur arrivant dans la cour avec sa veste, c'est absolument extraordinaire. Il y a une méchanceté contre les hommes? Oui, comme je vous ai dit, je préfère les femmes aux hommes.
Alors, si je me moque de quelqu'un, c'est plutôt les hommes, non? Mais oui, dans les feuilletons, ça s'appelle. J'ai écrit presque 900 de ces feuilletons, toutes les semaines une, et peut-être 10 fois c'était des femmes qui étaient les victimes de mon cynisme, et tout le reste c'était des hommes, parce que si les hommes veulent être les chefs du monde, ils risquent d'être critiqués plus souvent que les femmes. Enfin, ils sont critiquables. Oui. Le monsieur riche que va rencontrer Camilla, il est, enfin, vous l'avez pas raté, si je puis me permettre. Oui, c'était... oui, il faut être un peu des fois, il faut exagérer un peu. Des fois, j'exagère et on me dit exactement comme ça. Alors, on ne peut pas exagérer assez dans ce sens. Dans le sens de la lâcheté en particulier, c'est quelque Oui. chose d'extraordinaire. Oui. Je ne vais pas raconter, mais il y a une scène sur une terrasse qui est absolument extraordinaire. Vraiment, ça je vous recommande. Il y a un passage qui, si je vous le décris, je vais vous gâcher tout le livre. Mais c'est un grand moment, vraiment, de découverte et de lâcheté. C'est un très grand moment. Voilà, je ne vous raconterai pas la suite du livre, parce que c'est un livre qui est, comme tous les romans de Martin Suter, c'est un livre où il y a des pièges partout. Quand on traduit ça, on aborde doucement en se disant mais où est-ce qu'il m'emmène, même si on a lu le livre avant. Et toujours, il y a une petite phrase qui donne une clé dans tous vos romans. Et là, c'est Noah à un moment qui dit quelque chose, je ne me rappelle plus la phrase exactement, mais qui dit il ne faut pas toujours croire ce qu'on voit. Et ça m'a fait rire parce que en fait, je comprends quand j'ai fini et je me dis tiens, voilà, c'était le moment où ça change. Il y a une autre caractéristique de vos romans, je crois, qui peut intéresser notre public ce soir, c'est l'urbanisme. Parce que vous décrivez quand même la société suisse, et en particulier la société zurichoise, et dans la quasi-totalité de vos livres, en fait, vous décrivez un monde et un autre monde. Le premier monde, c'est la ville basse, et l'autre monde, c'est la ville haute. Dans les Almen, c'est comme ça. Vous avez la colline aux villas, qui est peuplée de gens très très riches, qui descendent de temps en temps, et Almen, qui est là-dedans sans y être tout à fait, parce qu'il n'a pas vraiment le droit d'y être, descend lui aussi. Et là aussi, on a la ville basse où se trouvent Camilla et Noah, et puis la ville haute où elle va monter. Et le plus extraordinaire, c'est que vous citez, je crois, jamais Zurich, dans aucun de vos livres. Et que donc on est obligé, enfin bon, je connais Zurich, je sais que ça se passe là-bas, et donc je suis obligé d'imaginer ce mouvement perpétuel entre deux villes. C'est une représentation sociale, ça me fait penser de temps en temps au château de Kafka, où il y a cette même différence, avec l'autorité et un monde que vous n'aimez pas trop, j'ai l'impression, et puis le vrai monde en bas. Je me trompe ? Oui, c'est très souvent le cas. Moi, j'ai passé comme jeune homme 4 ans à Fribourg, et là, il y avait la Basse-Ville et la ville. Et vous avez presque raison que j'ai jamais mentionné Zurich, avec une seule exception, c'est Mélodie. Là, il y a des endroits vraiment zurichois, et ça c'est très zurichois. Au début, j'ai jamais vraiment mentionné les villes, mais on les reconnaissait. Et avec le premier Small World, j'étais très content qu'il y avait des gens à Hambourg qui ont pensé que ça joue à Hambourg.
Et moi, je ne voulais pas être le petit écrivain suisse. Je voulais être un écrivain de langue allemande, mais j'ai essayé 2 fois d'écrire des histoires qui ne jouent pas en Suisse, et les 2 sont loupés parce que je pense ou peut-être je suis un peu paresseux, mais je sais que c'est plus facile d'écrire sur des choses qu'on connaît bien. C'est aussi ma manière d'écrire des choses, c'est pas... C'est réduire. Si je fais une description d'un restaurant, je dois réfléchir et chercher les 5 choses qu'il faut mentionner pour faire marcher le film dans les têtes de mes lecteurs. Et c'est pour ça que c'est toujours de la Suisse. Oui, j'ai écrit un roman qui jouait au Guatemala et à Ibiza, et quand j'ai lu ça, le Guatemala, ça se lisait comme un prospectus de vacances. Et j'ai passé en tout plus de 20 ans. Pendant 20 ans, j'ai passé la moitié de l'année au Guatemala et l'autre moitié à Ibiza. Mais il paraissait que je le connaissais encore pas bien. Et la Suisse, oui, j'étais au Guatemala et j'écrivais des histoires qui jouaient dans la Suisse toujours. Et cet univers, ce qui me fascine, c'est que à chaque fois que je viens ici, souvent en France aussi, mais à chaque fois que je viens ici, je suis au pays de Martin Suter. Cet après-midi encore, j'avais deux souvenirs. Il y a dans le train qui me conduisait de Paris à ici, il y a quelqu'un qui a fait un malaise cardiaque. Et dans un de vos romans, il y a quelqu'un qui fait une crise cardiaque dans un restaurant. Et si je me rappelle bien, c'est le patron du restaurant qui dit « Mais quel salopard, il ne pouvait pas aller mourir ailleurs ». Et dans le train, juste à côté de moi, j'avais une dame qui est descendue à Lausanne, dont je ne savais pas trop si elle était française ou pas, qui a laissé passer, mais on avait 20 minutes de retard. Et pendant toute la suite du voyage, elle a répété le mot, vous m'excuserez, mais c'est une citation, « Mais quelle bande de trous du cul ». Et j'étais dans le restaurant, c'est-à-dire qu'en fait, quand on vous traduit depuis longtemps, on est avec vous. Et en plus, après, j'ai eu une autre expérience, c'est que les portes du train ne se sont pas fermées, et que là, je me suis retrouvé avec cette histoire de train où les portes s'ouvrent et où quelqu'un tombe. Donc, en fait, je prenais le train Martin Suter pour arriver ici ce soir. Et c'était très, très impressionnant. Et en fait, ne traduisez pas Martin Suter parce que ça devient absolument obsessionnel. Il y a un autre pôle d'obsession chez moi. On a parlé de la ville, on a parlé de cette différence entre la ville haute, la ville basse, qui exprime les classes sociales et parfois aussi les gens bien et ceux qui ne le sont pas. Mais il y a un autre élément qui est absolument extraordinaire et qui est omniprésent chez vous, c'est la nature. Moi, le premier roman que j'ai traduit de vous, c'est La face cachée de la lune. Il y a beaucoup. La forêt joue un rôle absolument incroyable. C'est un lieu de violence, et on reparlera de la violence un peu plus tard. Là, dans ce film-là aussi, il y a la forêt, dans ce film, je le vois. Oui. Dans ce livre-là aussi, il y a la forêt, et elle joue aussi un rôle important. Oui, c'est comme manger, boire, la nature. Il faut un peu du tout pour un livre. Quand vous parlez de la face cachée de la lune, c'est une histoire où
où les champignons jouent un grand rôle. Il y avait un champignon bleu qui était responsable pour le changement de caractère du protagoniste. Et Olivier m'a appelé un moment, il a dit, écoutez, je cherche, j'ai connu tout, j'ai trouvé tous les champignons que vous décrivez, mais ce champignon bleu, j'ai tout cherché et j'ai pas trouvé. J'ai dit, vous auriez dû m'appeler plus tôt, c'est le seul champignon que j'ai inventé. J'ai encore ce mail en tête. Vous m'avez même répondu encore mieux. Vous m'avez dit c'est une petite licence littéraire. Et moi, j'avais acheté 4 livres sur les champignons, mobilisé 2 pharmacies de la région parisienne qui avaient travaillé pendant une semaine pour chercher ce petit champignon qui n'existait pas. Voilà. C'est quoi la forêt pour vous? C'est la nature, c'est la liberté, ou c'est un espace de danger qui vous permet de mettre en scène vos personnages dans un espace où ils ne sont pas aussi stables que dans la ville? Avec ou sans champignons? Oui, là, ma maison à Zurich est d'une partie dans un forêt. Je ne suis pas quelqu'un qui a besoin d'aller dans la forêt une fois par semaine au moins. Il y a aussi d'autres choses dans le roman que j'écris maintenant. La mer, c'est très tropical, ça joue un rôle. Le forêt, c'est aussi une coulisse que j'aime beaucoup pour mes histoires. Et que vous décrivez aussi avec une sensualité extraordinaire. Moi, je suis souvent en forêt, je vis à la montagne, et quand je traduis ces passages, je suis littéralement, vous allez me dire que c'est une obsession, mais j'ai votre paysage autour de moi, c'est-à-dire que je vois ce que vous décrivez autour, comme si vous passiez vos journées dans la forêt. Oui, mais ça, c'est le métier de l'écrivain, la fantaisie, non? Moi aussi, dans ce livre, j'ai décrit un trip des champignons. C'est le psilocybine. C'est une drogue qui existe dans les champignons et que c'est très, très près du LSD. Et 2 ans après la publication du Small World, j'ai reçu une lettre écrite en main dans une écriture de vieux monsieur, et c'était le docteur Albert Hoffman qui a découvert le LSD, et il m'a dit il veut absolument me voir pour les descriptions de ses tripes. Et ma femme et moi sont allés visiter lui et sa femme au Jura. Ils avaient les deux presque 100 ans et on est devenus amis. Et quand je lui ai dit, j'ai jamais fait un expériment avec des champignons ni de LSD, la seule chose que je savais un peu, c'est le cannabis, mais c'est pas la même chose. Et il a presque pas pu le croire. Et là aussi, et ma femme, elle riait beaucoup parce qu'elle, au contraire, avait beaucoup d'expérience dans ce métier. Elle riait toujours quand ils disent ah, vous devez avoir eu cette expérience. Et elle dit même dans le film sur moi, elle rit. Elle dit, lui, expérience avec des drogues, il n'a aucune idée, non? Et Hoffman ne vous a pas proposé, sur ses 100 ans, non. Non. Faire... Non, mais il m'a... oui, c'était une rencontre très intéressante. Il est... oui, sur d'autres choses. J'ai dédié un roman à lui. Le diable de Milan
été très influencé par des choses qu'il m'a racontées. Non, mais c'était un monsieur très intéressant. Oui, il est mort, je pense, il avait 103 ans. Hein? Comme quoi, ça conserve. Oui, il était pas un moment un peu gaga, rien du tout, non, il était vraiment présent. Alors, tout ce qu'on dit là, c'est très bien, ça m'amène à une autre question. Vos romans ont l'air de passer tout seul, je veux dire, on les lit, on est pris dedans, etc. Mais il y a un énorme travail de documentation. Je le sais parce que je suis obligé de le faire derrière vous. Et d'ailleurs, c'est très drôle parce qu'il m'arrive assez souvent de retrouver les pas qu'a pu faire Martin Suter. Dans les recherches sur Internet, je me dis, tiens, il y a ça qui est dedans et on a dû marcher sur la même route à peu près. Mais ma question, c'était comment vous faites? Je veux dire, chaque livre, il y a des recherches incroyables. Dans Le cuisinier, il y a un cours de cuisine moléculaire, par exemple. Oui. Dans ce livre-là, il y a un cours de cardiologie. Dans pratiquement tous les livres, il y a quelque chose comme ça. C'est un énorme travail, non? C'est pas énorme, mais maintenant, avec l'Internet, c'est beaucoup plus facile. Avant, la face cachée de la Lune, j'ai écrit au Guatemala, je suis voyagé avec une valise pleine de livres sur les plantes, les forêts, les champignons. Mais moi, je trouve toujours dans un livre ou dans une histoire, tout ce qui peut être vrai doit être vrai. Ça m'énerve quand les auteurs s'en foutent. Ah, ben, j'appelle cette église comme ça parce que c'est la fiction. Moi, je sais que les surprises dans les histoires sont très importantes et on est moins surpris si on est dans un monde où tout peut se passer. Si on décrit un monde très réalistique, si maintenant je décris cette salle et quelqu'un de vous commence à voler, je serais très surpris, non? Mais si je suis dans un livre de fantasy qui sont maintenant très populaires, non? On est bien placé dans les listes de best-sellers et paf, il y a un livre de fantasy et tchuss, non? Mais dans un livre de fantasy, quand je l'achète, je sais, tout peut se passer. Tout le monde peut voler ou faire n'importe quoi. Alors, on est plus surpris dans ce monde où tout peut se passer. Il faut décrire un monde très réel. Alors, si je décris cette église avec les 2 tours à Zurich, je ne peux pas l'appeler Frau Münster, ça doit être le Grossmünster. Et si je décris la naissance d'un éléphant ou la manipulation génétique d'un éléphant, je dois décrire ça parce que sinon il y aura des gens qui disent mais non, c'est pas comme ça et c'est comme ça et comme ça. Ça, je veux pas avoir. Alors tout, il y a un Américain qui est un grand connaisseur de la structure, de story structure. Et lui, il a dit beaucoup de choses qui m'ont impressionné. Et une chose, c'est the realistic makes the impossible plausible. Le réalisme fait l'impossible plausible. Et c'est exactement ça. Et c'est pour ça que je recherche. Mais maintenant,
Avant, j'ai travaillé quand Géo était tout nouveau, j'ai travaillé pour Géo et j'ai fait des recherches. J'étais aux États-Unis pour les cow-boys et j'ai fait, je sais pas, une vingtaine d'interviews, des prospects. J'avais 2 boîtes de recherche et je ne savais pas où commencer. C'était au début que j'étais rédacteur de publicité qui a écrit des grands textes, qui avait un grand texte, c'était 1,5 page, non? Alors déjà écrire des 30 pages, c'était pour moi effrayant. Et j'ai appris de rechercher pendant que j'écris. J'écris quelque chose que je m'imagine et après je recherche si c'est juste et possible. Ça arrive maintenant, c'est plus rare, mais ça arrivait souvent que j'ai vu non, c'est pas juste. Alors j'ai dû changer le texte. Et c'est d'une précision redoutable. Je dois dire que dans Éléphant, qui est un des livres les plus magiques, mais au sens littéraire du terme, de Martin Suter, j'ai eu à traduire une scène d'insémination artificielle d'une éléphante. Ça fait un drôle d'effet, quand même. Et après ça, il y a une naissance, et c'est un éléphant rose. Et là, vous avez tout Martin Suter en 2 scènes. Quoi. Voilà, c'est tout à fait extraordinaire. Mais ce travail de documentation est vraiment très, très impressionnant. Je vais passer à une question qui est peut-être un peu plus personnelle, mais qui m'intéresse beaucoup personnellement. Allez-y. Vous êtes un homme d'apparence très doux. Vous ne parlez pas fort, vous ne criez pas, je ne vous ai jamais vu vous mettre en colère. Vous me comprenez encore. Très bien, mais on a l'impression d'une sérénité extraordinaire. Et quand même, dans la face cachée de la Lune, vous mettez en scène un personnage qui, à la suite de la consommation de ce charmant petit champignon, va tuer de sang-froid et qui va être pourchassé par un autre tueur de sang-froid, un banquier, Pius Hott, qui va le pourchasser dans la forêt. Dans L'Ami parfait, vous mettez en scène des gens qui n'ont aucune espèce de scrupule. Et puis il y a des scènes violentes. Il y a le personnage principal qui prend quand même un coup de pelle à un moment dont on n'a vraiment pas envie de le recevoir. Dans le temps, c'est une femme qui veut rentrer chez elle le soir dans sa maison. Et puis elle est en retard. Et le mari, juste pour l'embêter, ne répond pas, n'appuie pas sur le bouton. Et elle prend une balle dans la tête. Ici, sans rien dévoiler, il y a une préparation de meurtre qui est quand même une préparation d'actes extrêmement violents. Et cette violence, c'est aussi elle qui donne la tension à vos livres. Il n'y a pas seulement le récit, il y a ça, on sent cette espèce de tension. Et en fait, ma question personnelle, mais vous n'êtes pas forcé d'y répondre, c'est est-ce que vous avez ça en vous? Est-ce que le Martin Suter serein a ça qui bat en lui, cette espèce d'envie de violence? Mais vous pensez que je suis un faux zou. Un assassin secret? Peut-être on peut ne pas passer aux actes, mais moi, quand je traduis vos romans, je me sens de temps en temps des envies de meurtre. Non, c'est nouveau, c'est mon métier d'avoir de la fantaisie, de pouvoir m'imaginer des choses. J'ai écrit Le Diable de Milan, le personnage principal est une femme et j'étais un peu critiqué par des journalistes féministes qui ont dit comment osez-vous avoir un personnage principal féminin comme homme? Et j'ai dit bon, je ne suis pas le premier qui fait ça. Je serai peut-être le premier écrivain qui n'a jamais fait ça.
Et maintenant, j'écris un nouveau roman où le personnage principal est de nouveau une femme. Et oui, là, il y a des situations que j'ai besoin des conseils de femmes pour pouvoir décrire. Par exemple, vous m'avez demandé une question intime, je vais répondre avec une information intime. Moi, je ne sais pas comment une femme se sent après un bon orgasme. J'ai dû demander à une amie, tu peux pas m'expliquer un peu? Elle a dit oui, avec plaisir. mais oui, c'est aussi des recherches, oui, mais c'est-à-dire, ce sont des... Oui, après-demain, j'ai un rendez-vous avec la police de Zurich pour savoir des détails. Je ne peux pas devenir criminel ou je ne peux pas devenir une femme pour écrire ces choses-là, mais je dois les rechercher. Moi, je suis un écrivain responsable. Ce qui va m'amener à ma dernière question. Tous vos romans sont d'une manière ou d'une autre un jeu de miroir dans lequel le lecteur, je dirais pas se perd, il avance dans les miroirs. Et il croit toujours voir une réalité, un peu comme chez Platon, hein, pour prendre une comparaison un peu plus ancienne, des ombres qui évoluent. Et puis, toujours, et dans ce livre-là aussi, une fin ahurissante. Je me tais, je voulais saluer le journaliste qui n'a pas vu la fin. Mais bon, comment vous faites, vous, par rapport à cette réalité? Est-ce qu'il n'y a pas un moment, à force d'être dans votre monde et de vous dire, peut-être que dans ce public-là, peut-être que justement, il y a un tueur ou il y a quelqu'un qui va me proposer quelque chose d'absolument extraordinaire après, qui va m'emmener dans des aventures incroyables. Dans la réalité, vous arrivez à ne pas imaginer tout le temps qu'il y a autre chose derrière qui peut être complètement différent que ce que vous voyez? Peut-être c'est quelque chose que j'ai sans le savoir. Il y a longtemps, au début, je ne sais pas, peut-être avec mon troisième livre, j'ai eu une lecture à Saint-Gall et un jeune homme m'a demandé quel est votre thème principal, et j'ai dit j'en ai pas de thème principal, hein. Et après il est venu pour faire signer son livre, il a dit mais moi je sais ce qui est votre thème principal, c'est être et paraître. Et c'est bien ça, oui. Et j'ai vu même mes feuilletons business class, c'est s'amuser exactement sur le être et paraître des managers, non? Toujours. Et c'est aussi la littérature, c'est la seule forme d'art où on peut vraiment faire ça, être et paraître. On peut le décrire, mais c'est très difficile dans le cinéma, dans la sculpture, dans la peinture. Mais là, si on écrit, on peut le faire. Et moi, j'aime beaucoup mes premiers 3 romans. Je les ai pas très sérieusement une fois appelés la trilogie neurologique, oui, parce que c'est un système ou un principe littéraire très classique que
le changement d'un personnage, que un personnage à la fin, le personnage principal à la fin, il n'est plus le même qu'au début. Et ce changement de personnage, c'est toujours passionnant. Mais moi, le processus de ce changement m'intéressait pas tellement, ça m'intéressait la réaction de ce personnage changé. Et c'est pour ça que j'ai fait ces changements dans mon premier livre par une maladie d'Alzheimer qui est la maladie est une machine à remonter le temps et les champignons dans la face cachée, c'est le changement de personnage. Et un ami parfait, c'est un coup sur la tête et une amnésie temporaire. Et c'est pour ça que ça m'intéresse, ces surprises. Et je pense une bonne histoire pour moi, parce que moi j'écris des histoires que j'aimerais lire aussi. Oui, il faut un mélange de surprise et de confirmation. Si je lis une histoire et je pense maintenant celui-là il va faire ça et il fait ça, on peut dire bravo, bravo, tu as bien deviné. Et des fois, il faut que le contraire, on pense, maintenant, je sais ce qui va se passer et il se passe quelque chose de vraiment différent. Ça, c'est la surprise. Et je pense qu'une bonne histoire, c'est un joli rythme de confirmation et de surprise. Alors, c'est une réponse un peu technique, je m'excuse. Mais c'est très bien. C'est très bien. Je vais finir par une question policière. Dans le livre, alors je ne vais rien dévoiler, mais simplement, on va dire que comme dans La face cachée de la Lune, il y a une traque, il y a quelqu'un qui se cache dans la forêt pour en tuer un autre, et vous avez là aussi une documentation extraordinaire, parce que c'est le personnage qui se documente, qui voit comment on peut faire, et qui s'aperçoit qu'effectivement, c'est assez facile de tuer quelqu'un dans une forêt, sans laisser de traces, et en n'étant jamais découvert. Bon, j'ai traduit le livre, j'ai fini, je crois, pendant l'été, et c'est vous dire à quel point c'est compliqué d'être le traducteur de Martin Suter. C'est que vous êtes dans ce monde fantastique, vous vous êtes laissé prendre, vous avez l'ahurissante surprise finale, et puis à un moment, vous revenez au réel, vous allumez Internet un matin, et vous lisez BFM Police Justice, 6 septembre 2025, donc j'avais déjà rendu le livre à Florence Barrault, mon éditrice, et j'ai ça qui s'affiche sur mon écran. Le corps d'un homme âgé entre 30 et 40 ans a été retrouvé vendredi 5 septembre au soir dans la forêt de Bièvre en Essonne, a appris BFM TV de sources policières. L'homme, en tenue de sport, a été mortellement touché par une balle, a-t-on appris de sources concordantes. C'était 3 mois après la sortie. Ma question, c'était, est-ce que vous étiez à Bièvre à ce moment-là ? C'était dans le cadre de mes recherches. Voilà. Bon, c'était une plaisanterie. Il ne fallait pas le dire. C'était juste une confirmation, c'est ça, voilà. Je vous remercie infiniment, Martin Suter. Je vais laisser la parole au public maintenant pour une dizaine de minutes à peu près. Monsieur, après ? Il y a un micro qui arrive. Merci. Il paraît que il y a de nombreuses années,
très très longtemps, vous étiez engagé dans des mouvements pour l'Abschaffung der Armee. Oui, oui. Et puis, ça je suis très heureux pour ça. Et puis, j'aimerais savoir si vous avez fait une évolution depuis là, notamment en ayant vécu au Guatemala, et puis maintenant, avec l'histoire récente. Ça m'intéresserait parce que je dois dire que j'avais beaucoup aimé votre rubrique feuilleton Business Class dans la Weltwoche quand on pouvait encore la lire. Hein. Oui, j'ai changé quand, le moment où le monsieur Mörgeli a été un collègue il a aussi son feuilleton. J'ai dit non, je ne peux pas être un collègue de lui. Et je suis allé chez le Tagesanzeiger Magazine. Oui, j'étais très engagé dans la XOA. J'étais dans la publicité. Pas tous les clients aimaient ce que je faisais, mais il y en avait beaucoup. J'avais une agence à Bâle et mon partenaire est sorti. On a eu une branche à Zurich. Alors je suis toujours... je vivais à Bâle et je voyageais à Zurich. Et là, dans les premières classes, des fois, on a parlé avec ces businessmen. Et moi aussi, j'en étais un. Et j'étais surpris combien ils disaient « Ah, j'espère qu'ils vont gagner le XOA. Moi, je vais voter oui. » Et c'était, je pense, c'était 36% qui étaient pour. Ouais. Je dois avouer, ça serait difficile aujourd'hui d'être pour l'abolition de l'armée. Je ne suis pas sûr si je serais encore très engagé, mais oui, on disait toujours, je suis très surpris par votre question, merci de l'avoir posée. Il y a toujours, on dit, ça n'a encore jamais fait du mal à un jeune de faire le service militaire. Et moi, je suis sûr que ça fait du mal à tous les jeunes, parce que là, ils apprennent d'utiliser le pouvoir. Ils remarquent comment on peut être manipulé par le pouvoir. Et ce n'est pas quelque chose qu'on doit apprendre. Ça serait mieux si tous les hommes étaient naïfs comme moi. Il y avait une question de monsieur au premier rang. Bonsoir, déjà merci pour vos livres qui m'ont toujours passionné. Et puis j'ai une question pour vous deux, parce qu'en fait il est rare d'avoir un auteur dont le modérateur est son traducteur. Et puis il est encore plus rare que le traducteur et l'auteur parlent la même langue, puisque vous parlez un parfait français. Parfait. Donc, disons quand même, vous parlez mieux que moi suisse-allemand, en tout cas. Je me demande, quelle est votre collaboration? Est-ce que vous parlez en français quand vous traduisez les livres de Martin Suter? Est-ce que vous allez faire une remarque sur sa traduction parce qu'il dit, est-ce que vous êtes sûr? Enfin, je suis étonné que vous parliez la même langue et que vous êtes le traducteur. Martin Suter n'est pas le seul. Je travaille aussi avec Peter Sloterdijk depuis à peu près la même période, depuis 25 ans, dans les mêmes conditions. Mais pour vous répondre techniquement, Martin, au début, j'envoyais mes traductions pour qu'il les relise. Et en fait, à un moment, il m'a dit, ça va, je sais pas, voilà. Donc en fait, quand j'écris, je lui écris, oui, en allemand parfois. Non, j'essaie d'écrire en allemand, moi, pour poser des questions, pour voir ce
ce que j'ai pu ne pas comprendre ou comprendre, etc. Après, le travail d'un traducteur sur un auteur qu'on connaît depuis longtemps, je me pose des questions, j'ai des problèmes que je résous, et c'est vraiment quand j'ai un problème comme le champignon bleu que je craque. Je connais très bien l'écriture de Martin. J'en parle un peu à chaque fois, je suis désolé Martin, mais depuis le premier livre, j'ai eu un problème qui était, il y a le banquier qui chasse cet homme qui est devenu dangereux, et ils se retrouvent ensemble, un peu comme ça, devant une table basse, et Martin Suter décrit le banquier qui boit son café vorsichtig. Alors, vorsichtig en allemand, ça veut dire littéralement prudemment. Vous allez traverser la rue vorsichtig. Je me dis, mais c'est pas, si je traduis ça comme ça n'a aucun sens. Ça veut dire quoi? Il a la peur de tacher sa chemise. Et j'ai mis du temps à comprendre. Et Martin m'a dit, mais je ne sais pas. Voilà. Et en fait, ce que j'ai compris, d'abord, ça voulait dire qu'en fait, il regardait, vous savez, comme Clint Eastwood, quand il est en train de boire son café, et il y a le méchant en face, et il s'apprête à lâcher son café, dégainer, tuer l'autre, etc. Voilà. C'était exactement ça. C'était deux tueurs, en fait, qui se faisaient face. Et par exemple, ce mot-là, à chaque fois que Martin l'emploie dans son livre, je sais qu'il va se passer quelque chose de très important qu'il ne faut pas que je rate. Voilà. Parce que c'est à ce moment-là. Mais je pense que Martin, lui, il ne le sait pas, parce que je suis aussi écrivain, j'écris des livres, et je sais que ça, on ne le sait pas. Mais moi, ça fait partie de mes petits jalons. J'ai un drapeau rouge qui se lève. Voilà. Après, ce sont des rapports de confiance qu'on instaure. Voilà, je pose des questions qui parfois sont idiotes, et il me répond très gentiment. Oui, là, je peux peut-être ajouter quelque chose. Mon premier roman, The Small World, a été traduit par un autre traducteur, et avec ce livre, j'ai gagné le prix du premier roman étranger. En France, je suis le premier qui a gagné ce prix, et aussi le dernier, parce que c'était une seule fois qu'on a donné ce prix. Mais on a célébré ça. Là, c'était chez Christian Bourgois. On était dans l'appartement, un petit groupe qui a célébré. Et après quelques verres de vin, j'étais à côté sur le sofa avec le traducteur. Et là, dans la traduction, il y avait des choses. Par exemple, je me souviens une chose, c'était un personnage, il avait un drapeau. Un drapeau, en allemand, il sentait l'alcool, non? Et dans la traduction, il est venu dans une limousine avec deux drapeaux. Et il y avait quelque chose comme ça. Et après quelques verres, j'avais peut-être aussi un drapeau. J'ai demandé, mais si vous n'étiez pas sûr, pourquoi vous ne m'avez pas téléphoné et demandé? Il a dit, vous savez, vous êtes le premier écrivain vivant que j'ai traduit. C'était très charmant, cette réponse. Mais c'est vrai, Olivier, au début, on parlait un peu plus, et au moment, oui, moi, j'ai commencé à écrire toujours plus et lire toujours moins, parce qu'on n'avait pas le temps. Alors je dis, allez-y, c'est pas... Et j'ai encore pas eu de complainte, de réclamation. Moi, j'ai une question qui s'adresse aux deux, mais peut-être d'abord au traducteur. Je me demandais ce que représentent les livres de Martin Suter pour un homme comme vous, Olivier Manoni, qui avait traduit notamment Mein Kampf. D'abord, je me suis dit que c'était peut-être un peu une récréation, et ensuite que sans doute il y avait chez Martin Suter, et là ça vous appartiendra d'y répondre, une volonté de montrer le mal. Je vais vous répondre sans faire de grands mots, mais
Quand on est vraiment heureux de traduire un livre, c'est qu'on a une empathie profonde avec l'auteur. J'ai eu la chance de traduire La face cachée de la Lune comme premier livre. Et moi, la forêt, c'est mon univers. C'est là où je me sens le mieux. J'étais vraiment... Et ce livre m'a plongé dans une espèce d'état absolument extraordinaire. Je suis aussi quelqu'un de très doux, je n'ai jamais frappé personne. Quand on m'agresse, je réponds calmement. Mais j'ai senti en traduisant ce livre cette violence qu'avait le personnage et son champignon bleu que j'avais en moi. Et l'univers de Martin Suter, que je traduis en gros pratiquement un livre par an ou par an et demi depuis 20 ans, est devenu le mien. Je vis maintenant dans les Pyrénées et quand je me promène, je suis chez Martin. Je veux dire, alors, c'est plus facile que pour Mein Kampf. Parce que, vous savez, il y a ce film dans la tête de John Malkovich. Je peux me dire, je suis pendant ma traduction dans la tête de Martin Suter, et c'est un bonheur. Et c'est évidemment une illusion, je ne suis jamais dans la tête de Martin Suter, mais à travers ces livres, j'essaie au moins de rendre sa sensibilité, sa manière, sa musique aussi. On n'a pas parlé de musique, mais la musique de son texte, le rythme des phrases. Et le rythme des phrases chez un écrivain, c'est aussi la manière dont il s'exprime. Et quand je traduis, j'ai la voix de Martin Suter dans la tête. Donc en fait, on est, voilà, je suis, excusez-moi Martin, mais de temps en temps, je suis dans votre tête. Voilà. Et là, on est dans un parti. Avec Adolf Hitler, j'ai beaucoup plus de mal. Martin. Oui. Moi j'ai un autre exemple. Quand Olivier a traduit La face cachée de la Lune, je l'ai lu et j'ai donné le manuscrit à un ami français. Il a dit s'il te plaît, tu lis ça et tu me dis si c'est du français. Et il l'a lu et il a dit bien sûr, pourquoi? C'est du bon français, pourquoi? J'ai dit c'est tellement proche de ma langue que j'avais des doutes que c'est du français. Et depuis cette expérience, je voulais plus un autre traducteur et je pense si vous arrêtez de traduire, je vais... Jamais. Non. Jamais. S'il n'en reste aucun, ça sera à vous. Je crois qu'on arrive, en tout cas, à l'horaire qu'on m'avait demandé de respecter. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, une petite dernière, si vous voulez. Non ? Eh ben, c'est merveilleux, comme ça, personne n'est frustré. Je vais très vivement remercier Martin Suter pour tous ces livres, ce temps que j'ai passé avec lui et cette soirée de ce soir et vos réponses, comme toujours, limpides, extrêmement agréables. Je vous remercie aussi beaucoup d'être venu l'écouter. Martin va signer ses livres maintenant, après, et vraiment merci à tous. Bonne soirée. Merci.